Bonsoir d'abord, mesdames et messieurs. Oui, je crois qu'on ira dans le futur beaucoup plus loin, mais je crois qu'on s'arrêtera au passage. C'est-à-dire, je pense qu'on ira plus loin vers le sud de l'Afrique qu'en s'arrêtant par le nord de l'Afrique. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup d'échanges sur un des points d'excellence qui a été signalé et qui est la formation. Si vous prenez quelque chose qui n'est pas tout à fait industriel, mais enfin qui a quand même des dimensions qui ressemblent à des process industriels, le boom des télécoms en Afrique subsaharienne, il a fallu beaucoup d'hommes pour arriver à faire qu'il y ait 500 millions d'abonnés au téléphone mobile et que ça représente le type d'investissement exceptionnel, premier très grand investissement qu'on observe en Afrique subsaharienne et qui est un investissement très rentable. Ces hommes ne sont pas des expatriés, ce sont des ingénieurs des télécoms locaux, africains, francophones, anglophones. Les francophones sont massivement formés au Maroc. Ils sont formés en Tunisie, ils sont formés au Maroc. Ils sont encore probablement en stock majoritairement issus des écoles françaises. Mais enfin, le relais est maintenant pris par les formations de Maroc Télécom et par les formations en Tunisie. Ne serait-ce que sur le plan de la formation des hommes, également sur le plan du capital, on passera par l'Afrique du Nord. Quand vous regardez, prenez la zone franc, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, vous avez en Afrique occidentale aujourd'hui une part de marché égale des banques marocaines, égale aux banques françaises. C'est-à-dire les banques françaises qui venaient traditionnellement d'une position où elles distribuaient 40 à 50% des crédits dans la zone, sont aujourd'hui à peu près à égalité avec Attijari Wafa Bank, avec la BMCE et maintenant avec les banques populaires. C'est même plus singulier que ça. Le président de la Banque populaire du Maroc, qui est président de l'Union des banques populaires mondiales, est le chef de file des banques populaires devant BPCE pour ce qui est de l'implantation en Afrique subsaharienne. C'est un peu un renversement. C'est clairement, c'était pas dirigé du Maroc, le système des banques populaires francophones. Donc, le capital est très important parce que avec les banques marocaines, qui se sont d'ailleurs un peu construites sur un retrait des banques françaises comme le réseau du Crédit Lyonnais, les caisses d'épargne qui se sont effacées en fait du paysage de l'Afrique francophone, arrivent des habitudes complètement nouvelles. Par exemple, nous n'avons pas en Afrique subsaharienne de marché hypothécaire. Nous en avons un maintenant parce que une des avancées très importantes des banques marocaines, et d'ailleurs c'était le cas aussi des banques tunisiennes qui ont des joint ventures en Afrique occidentale, c'est une sorte d'excellence dans le financement du logement et notamment du logement social. Donc le marché hypothécaire arrive avec Attijari Wafa Bank, il n'est pas arrivé avec la BNP. Et donc il y a de nombreux relais. Ils sont humains, à mon avis c'est vraiment fondamental, mais ils sont aussi capitalistiques. Et puis c'est une priorité politique absolue du Maroc de développer les échanges et les investissements industriels en Afrique subsaharienne. Absolu. C'est la priorité numéro 1 en termes d'expansion. Et ils ne voient pas ça du tout comme quelque chose qui serait le contraire de leurs ambitions européennes. Vous savez qu'ils sont en train de négocier des accords de proximité avec l'Europe qui veulent dire qu'en termes de normes, ça aussi c'est très important, on va aller très très vite dans la convergence entre les normes du Maghreb et celles de l'Europe. On va terminer l'homogénéité de ces normes. Ils sont également un relais en termes de normes européennes transportées vers l'Afrique subsaharienne. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont des soft issues, qui sont les hommes, leur formation, les normes, le financement, par lesquels il est très probable qu'il n'y a pas d'opposition entre le débat que vous venez d'avoir et ce que vous me demandez, c'est-à-dire est-ce qu'on va plus loin en Afrique subsaharienne. Et je dirais, ce n'est pas que le Maroc. C'est même un passage obligé finalement, si je vous comprends presque. C'est un passage naturel. Un passage naturel. On peut faire autrement, mais c'est un passage naturel. Et perçu comme naturel et avec une volonté prioritaire des États. Et la Tunisie est à peu près dans le même rôle. Une des grandes énigmes, comme l'a dit Jean-Louis, c'est est-ce que l'Algérie va s'y remettre. L'Algérie a été extrêmement rayonnante en Afrique dans les années 60, juste après l'indépendance, 70. Puis elle est en repli sur elle-même. C'est très curieux parce que
je lui disais qu'elle s'endettait. Je ne suis pas sûr qu'elle s'endette en net. Je pense qu'il y a plutôt 150 milliards nets de réserves financières en Algérie, en réserve de change et en réserve budgétaire. Donc je pense que l'Algérie aurait des moyens de projection considérables. Ça commence à réapparaître dans le secteur privé. La première affaire privée algérienne, le groupe Cévital, a une priorité stratégique absolue qui est l'Afrique subsaharienne et qui fait des investissements majeurs dans des domaines d'industrie un peu plus légères, notamment d'agroalimentaire, en Afrique subsaharienne. Donc l'Algérie aussi se remettra à rayonner et d'une certaine manière, elle a encore plus de moyens de le faire que le Maroc et la Tunisie parce qu'elle est une économie encore plus importante. Donc ce que je voudrais dire juste sur l'Afrique subsaharienne, c'est que on le fera avec l'aide de l'Afrique du Nord pour les pays francophones. Ce sera un peu différent pour les pays anglophones, mais ce n'est pas le stade de développement industriel de l'Afrique subsaharienne. L'Afrique subsaharienne a été spécialisée pendant un siècle dans les matières premières. Aujourd'hui, les 2/3 des exportations sont des exportations de matières premières minérales et agricoles. Alors, ce sont les exportations, ce n'est pas le PIB. L'Afrique subsaharienne, donc intertropicale, elle est tertiaire et primaire. Elle n'est pas du tout secondaire. Elle est tertiaire et primaire. Il ne faudrait pas la voir comme excessivement primaire. C'est-à-dire, nous ne sommes pas l'addition du pétrole, plus du cacao, plus du coton, plus du cuivre, plus du diamant. C'est pas vrai. Et quand vous dites tertiaire, c'est quel type d'activité ? C'est, en réalité, ce qui crée le plus d'emplois en ce moment en Afrique subsaharienne, ce sont les télécoms et les services financiers. D'accord. C'est pas, comme on le disait tout à l'heure à propos des babouches, très très important de sortir absolument, et d'urgence en France, d'une vision folklorique de l'Afrique. C'est urgent. L'Afrique est un futur grand marché d'Airbus, qui est un marché... L'autre jour, Jeff Immelt à Paris expliquait, pour General Electric, l'Afrique, c'est désormais un chiffre d'affaires supérieur à la Chine. Et au sein de l'Afrique, l'équipement du Nigeria, qui est le point numéro 1, le marché numéro 1 de General Electric en Afrique, est ce qui a progressé le plus sur les 10 dernières années. Donc, il faut sortir absolument du folklorisme. On n'est pas l'addition du cacao et du pétrole. Ce sont des économies d'abord tertiaires. Ce sont des économies de commerce, de services, beaucoup de commerce, de services, maintenant de télécom, maintenant de services financiers avec une bancarisation qui va très vite. Et secondairement, ce sont des économies primaires, c'est-à-dire en effet avec des industries extractives et en effet avec l'agriculture. Le problème de ces industries extractives, comme le problème de l'agriculture, comme nos problèmes d'infrastructure, c'est que c'est très intensif en capital. On a des problèmes d'infrastructure, c'est-à-dire grosso modo, l'Afrique noire est en panne électrique, jusque y compris l'Afrique du Sud. On a des problèmes d'énergie majeurs. C'est un goulot d'étranglement que l'Afrique du Nord n'a pas pour l'industrie. Ce qui explique que le secteur industriel soit sous-développé, parce qu'on a besoin... C'est quand même un facteur de coût absolument fondamental. Vous êtes obligé d'être sûr de votre autonomie énergétique, parce que le système énergétique public n'est pas suffisant. Par un effet de surchauffe, par un effet de vétusté des régimes donc il faut avoir ses propres réseaux de transport. Oui, vous êtes obligé de dupliquer, donc vous avez des surcoûts d'énergie très élevés pour l'instant en Afrique subsaharienne. Et malheureusement, répondre à ça, c'est dépenser beaucoup de capital. Vous savez que l'agriculture est beaucoup plus intensive, dans un rapport de 1 à 4 en moyenne, beaucoup plus intensive en capital que l'industrie agroalimentaire qui vient juste en aval. Moi, j'ai travaillé 11 ans chez Danone. On dépense 1,5 € pour faire 1 € de chiffre d'affaires. Je crois que j'ai dû signer à peu près tous les accords d'ailleurs de Danone en Afrique. On a, sauf le marocain qui était antérieur, mais on dépense 1,5 € pour faire 1 € de chiffre d'affaires. Dans l'agriculture, on dépense couramment 2 € pour faire 1 € de chiffre d'affaires. Et malheureusement, l'agriculture, où on a à faire des progrès de rendement, de productivité très importants, va consommer encore beaucoup de capital. Donc, vous avez, avec la croissance démographique, c'est le seul continent qui va passer d'1 milliard à 2 milliards en 25 ans, vous avez des besoins d'infrastructure, des besoins d'énergie et des besoins d'agriculture qui piègent le capital. Et donc, on n'est pas à la phase où on a une liberté de se déployer sur l'ensemble des secteurs, parce qu'on est même si l'Afrique est beaucoup mieux financée qu'avant, on est dans une problématique de rareté du capital. Je vous signale qu'il n'y a que 2 pays en Afrique qui sont capables de financer sur ressources d'épargne intérieure l'intégralité de leur développement. C'est le Maroc, enfin peut-être 3 avec l'Égypte. C'est le Maroc et l'Afrique du Sud. Donc
Entre les deux, dans la zone intertropicale, vous êtes quand même dépendant de l'épargne de l'extérieur, de l'investissement direct étranger, des apports des multilatéraux, des bailleurs de fonds, parce que vous avez de plus en plus de ressources financières, mais vous n'en avez pas assez au regard des grands investissements qui sont l'actualité pour au moins 10 ans. Et donc, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un développement industriel qui n'est pas un développement du même type, où la question n'est pas tellement la chaîne de valeur. Vous avez les industries incontournables de la proximité, c'est-à-dire les biens de consommation courante ou la construction, qui est une phase qui est dépassée en Afrique du Nord depuis 20 ans. En Afrique subsaharienne, vu de Côte d'Ivoire, vu du Kenya, vu de la République démocratique du Congo, vous êtes en train de transformer de la matière première locale dans des industries agroalimentaires pour une raison simple, c'est que quand les produits valent 1,50 € le kilo, vous êtes obligé de les faire dans les 500 km autour des consommateurs. Donc, si vous voulez avoir un approvisionnement en matière alimentaire qui soit à des niveaux de coût et de qualité convenables, vous le faites sur place. Regardez le premier groupe nigérian et le fameux homme le plus riche d'Afrique, M. Dangote. Prenez ce groupe, c'est du ciment et de la farine. Et puis des biscuits, et puis beaucoup d'autres activités agroalimentaires. Dans le portefeuille de PAI, on est en train, pour United Biscuits qu'on possède, d'acheter une affaire de biscuits au Nigeria. Voilà, ça c'est l'actualité du Nigeria. Le biscuit ne va pas rentrer dans une chaîne de valeur. Pour nous, chez United Biscuits, comme on a la première marque du Commonwealth en biscuits, c'est bien d'avoir un producteur local qui va faire produire la marque McVitie's localement à des coûts plus bas, et sur des types de produits qui auront des packaging adaptés. L'Afrique noire est un continent où vous vendez les biscuits à l'unité, où vous vendez les cigarettes Marlboro à l'unité, pour des raisons de pouvoir d'achat des ménages. Donc vous êtes obligé de vous adapter localement. Donc on va s'installer au Nigeria pour faire ça. Mais c'est être pris dans la production d'une grande marque mondiale, si vous voulez. Mais ça n'est pas participer à la chaîne de valeur pour fabriquer un morceau d'Airbus. C'est un stade auparavant. Mais ce groupe-là est très typique du ciment, parce que même chose, la valeur du ciment n'est pas telle que vous pouvez l'importer de plus loin que de quelques centaines de kilomètres. Voilà à quel stade on en est. Enfin, consommation courante, c'est l'agroalimentaire. Regardez les progrès de L'Oréal. J'ai visité l'autre jour une usine L'Oréal en Afrique du Sud, et il y a un développement incroyable de L'Oréal potentiel. Regardez, on a visité, il y avait une visite d'État française en Afrique du Sud, le président de la République a visité Sanofi, c'est typiquement ça, la consommation courante, hein, c'est-à-dire essentiellement tout ce qui est lié à la personne, l'alimentation, la pharmacie, voilà des secteurs dans lesquels on est en ce moment, dans lequel c'est l'actualité et tout ce qui est lié aux matériaux de construction. Franchement, la haute technologie, par exception, oui, mais c'est pour l'instant plutôt par exception. Et puis vous avez quelques petits syndromes nouveaux, comme la Chine délocalisant, alors qui est un peu à l'ancienne. Alors là, c'est des babouches, en fait. C'est je m'installe en Éthiopie, parce qu'au fond, je paye les gens 30 € en Éthiopie par mois, et que, à la différence de la Chine, où, notamment pour les qualifications élevées, aujourd'hui, vous payez un ingénieur chinois, quand sa qualification est rare, à un prix européen. Vous avez un ingénieur éthiopien convenablement formé pour 300 €. Au Bénin, qui est mon pays d'origine, le pays est compétitif sur les ingénieurs, évidemment. Sur les ingénieurs. Parce que vous avez un Béninois, si vous me promenez-moi, moi je suis un Béninois un peu spécial, puis je suis un Béninois hybride. Enfin, je suis un Béninois comme un autre, formé comme d'autres dans une grande école française, malheureusement littéraire. Néanmoins, vous prenez un centralien béninois, vous avez un centralien français, pur sucre, qui parle français, qui ne raisonne que français, qui est dans le droit français dans sa tête, en droit romain, etc. Il se trouve que, charge comprise, au Bénin, il sera payé 500 €, charge comprise, dans le secteur formel, et que 500 €, c'est relativement compétitif pour un centralien français, si vous voulez, et que, en pouvoir d'achat, nous avons un coefficient de parité de pouvoir d'achat au Bénin de 3. Donc, ce 500 €,
c'est 1 500 € et qu'à 1 500 €, objectivement, on vit à peu près convenablement. Notre problème au Bénin, c'est d'empêcher ce centralien béninois de travailler plus tôt dans votre usine à Toulouse ou à Loches, parce que, bon, Loches, comme vous l'avez dit, c'est vraiment le fond du monde. Mais enfin, bon, peut-être que pour 6 000 €, c'est tentant, j'en sais rien. Notre problème à nous, c'est vraiment de ramener le centralien béninois. Mais tout employeur qui trouve un centralien français déguisé en béninois va fonctionner avec lui. Le problème, c'est que le Maroc, pour l'instant, en produit beaucoup plus que nous.